Depuis toujours, le peuple aime savoir comment se portent la reine, le prince et la princesse. Oui, les people existent depuis toujours, sauf qu'on ne les a pas toujours appelés ainsi. Mais depuis le bon vieux temps des châteaux forts, la curiosité du peuple envers les people n'a fait que de grandir. Aujourd'hui, les gens veulent tout, absolument tout savoir de l'intimité non seulement des têtes couronnées, mais aussi des présidents, des champions, des chanteurs, des acteurs, des politiques, des journalistes, bref, de n'importe qui soit vaguement connu. Du coup, les people sont partout. Pas un jour sans avoir de leurs nouvelles, états d'âme et autres confidences plus ou moins bidons. Ce qui est en revanche nouveau au cœur de cette déferlante, c'est que certains people nous parlent parfois de choses sérieuses, graves même, comme le cancer. Quand Pascal Auberson, Jean-Luc Bidault, François Sylvain ou plus récemment Philippe Roch s'expriment publiquement sur cette maladie et sur leur combat pour l'affronter et la surmonter, brisent un cap, brisent un tabou et parlent aussi pour d'autres. Alors, soudain, au détour de la page d'un magazine, chez le coiffeur ou ailleurs, la futilité laisse la place à des paroles vraies. Quand il est question de vie et de mort, les people redeviennent des mortels comme vous et moi. Leurs doutes, leurs combats, leurs angoisses, leurs souffrances sont celles de chacun d'entre nous. Pour en parler, Bernard Creta, 69 ans, sociologue valaisan, montagnard et citadin à la fois. Volontiers provocateur, décapant, Creta peut aussi agacer quand il se met à faire du créta. Cet homme, qui fait de la mort un objet de discussion sans tabou, est aussi sincère dans ses convictions que dans ses entêtements. Jacques-Simon Egli, 64 ans, archétype du protestant libéral genevois vieille école, conseiller national sur le départ après avoir passé 24 ans à Berne sans mourir d'ennui. Éloquent, mais pas du genre bout en train, plutôt tout en rigueur, en raideur aussi, y compris face à la maladie. Bon débat. Bonsoir à tous, bienvenue à tous nos invités pour évoquer ce soir un sujet délicat, sensible, tabou même, il y a quelques années encore. Plusieurs personnalités ont choisi ces derniers temps, suite romande, de parler ouvertement, publiquement, de leur cancer. Bernard Creta, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous reçu ces témoignages? Par exemple, le témoignage, il y a un peu plus d'une semaine, dans Le Matin dimanche, de François Sylvain. Le témoignage de François Sylvain m'a tout à fait bouleversé. Il m'a bouleversé pour deux raisons. D'une part, parce que il y avait là une franchise totale. Quelqu'un qui disait, et en même temps, sans jouer au héros, sans cinéma comme ça, de but en blanc, son cancer. Et puis, le deuxième élément, pourquoi ça m'a bouleversé, c'est que Sylvain, moi je suis un fan de Sylvain. Et alors, de voir quelqu'un qui vient parler comme ça et qui est confronté à une question autour de la vie et de la mort et qui en même temps, il pourrait demain mettre en scène sur le clown, comme il pourrait mettre en scène ce soir nous tous, eh bien... il y avait quelque chose de la personne du clown et de la mort qui m'a complètement bouleversé. Jacques-Simon Egli, bonsoir. Bonsoir. Et vous, comment prenez-vous ces témoignages de François Sylvain, d'autres? Écoutez, le témoignage de François Sylvain, je l'ai lu. Bien sûr qu'il y a quelque chose de très émouvant. En même temps, et je pense que ça va être l'objet de notre discussion, j'étais partagé entre, bien sûr, le respect qu'immédiatement ça me communiquait, et puis une certaine gêne, je vous l'avoue franchement. Je connaissais évidemment beaucoup mieux, par exemple, Philippe Roch. Alors, Philippe Roch est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime et que j'ai quand même un peu côtoyé. Et je trouve, là, j'ai lu aussi l'interview, que ce qu'il a dit sur la nature, la dimension spirituelle aussi, a quelque chose évidemment qui fait réfléchir. Mais je me suis demandé si... et peut-être qu'il va nous le dire tout à l'heure, puisque je crois qu'il va intervenir, je me suis demandé si son choix de dire ce qu'il avait à dire n'était pas dû au fait qu'il voulait maîtriser l'information et que de toute façon, vu sa position dans l'Illustré et ailleurs, il savait que l'information allait sortir. Alors moi je vais vous donner, si vous me permettez, en trois phrases, un autre témoignage
et sans du tout insister, comme vraiment avec le plus de distance possible, le mien. En 2003, personnellement, j'ai été atteint dans ma santé, en pleine année électorale, il faut être tout à fait honnête, ça m'ennuyait aussi que ça soit en pleine année électorale. Mais enfin, j'ai été atteint dans ma santé. Je ne fais aucune analogie parce que la révélation de ce qui m'arrivait était beaucoup moins spectaculaire et dramatique que ce que vous évoquez. Et j'avais la possibilité de maîtriser le calendrier et de maîtriser aussi le moment de l'intervention. Je l'ai fait. Je n'ai parlé absolument qu'à ceux qui devaient le savoir, notamment dans mon parti politique, enfin à la tête, etc., mon entourage. Et puis ça a très bien marché et personne ne l'a su. Alors ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu la quasi-certitude que l'information allait sortir. Mais dès le moment où j'avais le choix de dire ou de ne pas dire, voilà, c'est ça que je voulais conclure. Dès le moment où j'avais le choix de dire ou de ne pas dire, puisque j'avais la possibilité de ne pas dire en pensant que ça ne sortirait pas, j'ai choisi de ne pas dire parce que je pensais que c'était mieux pour moi et je pensais que, disons, que ça participait d'une certaine manière que j'ai de voir les choses. Alors Philippe Roch, effectivement, va s'exprimer tout à l'heure. Nous sommes bien d'accord ce soir que toutes les trajectoires, tous les choix sont éminemment respectables. Bernard Creta, il faut tout de même prendre acte d'un fait indéniable. Aujourd'hui, ces personnalités osent publiquement parler du cancer, ce mot qui fait encore si peur. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi parle-t-on plus volontiers aujourd'hui? Moi, je crois qu'on est là devant quelque chose d'absolument fondamental, même si le mot phénomène de civilisation est un mot usé, fatigué, il faut l'employer. Mais avec le cancer, je voudrais réunir quelque chose qui se passe dans le secteur voisin, c'est-à-dire la mort, la faim. Hein. Il y a comme ça beaucoup de gens qui parlent directement et brutalement de cela, mais il y a aussi quelque chose autour de la catastrophe, autour du malheur, et évidemment le cancer est là. Malgré tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on peut dire, et votre réserve, Jacques-Simon Église, sur la médiatisation, moi je pense que c'est un phénomène éminemment positif. C'est un phénomène éminemment positif. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a une transgression. Hein, et cette transgression, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on sort, pour certains, en respectant tous les choix, on sort d'une tricherie, on sort d'une hypocrisie sociale et on dit les choses. Ensuite, il y a un rapport nouveau à la vérité, à la transparence. C'est-à-dire, on pose les choses sur la table. Et puis, plus profondément, moi je crois qu'il y a là derrière, avec toutes les illusions peut-être de la médiatisation, il y a le fait de retrouver une communauté, de retrouver une solidarité dans les personnes qui nous parlent, et il y a quelque chose de l'ordre du don qui nous est fait pour que la communauté humaine se refasse grâce à vous. Et encore plus en profondeur, là derrière, ce que je vois, c'est ça. On vit, mais tous les jours, un monde, et vous le savez bien, vous, dans la carrière politique, dans les carrières, on vit la tyrannie de la réussite, de la carrière, de la performance, de la continuité, du bien-être. Et voilà que des personnes osent tout à coup venir nous avouer leur fragilité, leur débat entre la vie et la mort, qui nous remet en cause profondément. Nous dire qu'au fond, dans ce monde de force, elles ont renoué avec une énigme fondamentale. C'est-à-dire que si demain je suis atteint d'un cancer, en moi, c'est quelque chose qui a à voir avec le destin, avec la chance, avec la fatalité. Le sens de ma vie, il est levé. Le non-sens, ça ne veut pas dire l'absurdité, le non-sens, il est là. Moi, je crois qu'autour de l'aveu, et je les remercie, j'ai une gratitude infinie pour ceux qui ont parlé, autour de l'aveu, on est ramené aux sources mêmes de l'être. C'est-à-dire, pourquoi on existe, pourquoi on est là, pourquoi il y a de la réussite, mais pourquoi il y a de l'échec. Et cette quête du sens, j'ai qu'une seule question. C'est que la médiatisation, elle permet ça, mais elle peut tuer ça. J'espère qu'on y reviendra. C'est ça que j'aimerais dire. Permettez, je peux répondre à cela. J'aimerais dire, vous voyez, je suis très sensible à beaucoup de choses que vient de dire Bernard Creta. Il a son approche de sociologue. En préparant cette émission, moi j'ai parlé, en pensant à cette émission, j'ai parlé avec un ami théologien.
Et ce qu'il m'a dit va tout à fait à la rencontre de ce que je pense. Bien sûr que c'est bien de voir les choses en face, c'est bien de, je dirais, promouvoir la quête du sens, c'est bien quand on est dans la vie et qu'on parle de la vie, de parler de la mort. Mais il y a une manière de le faire, il y a un cadre, il y a un esprit. Et voyez-vous, ce théologien me disait, Marc Fessler, pour ne pas le nommer, me disait, en fait, il y a deux personnes en nous. Il y a la personne que je dirais qui est sociable, sociale, et qui au fond doit communiquer dans tous les aspects de la vie. Et puis il y a la personne intime, et c'est cette personne intime qui est confrontée finalement aux choses, je dirais, les plus essentielles, comme justement cela. Alors, d'en parler d'un point de vue général, les ecclésiastiques, les philosophes, les théologiens, que des témoignages aussi peut-être, ça, d'accord, mais d'en parler d'une manière qui pourrait participer d'une sorte de voyeurisme, de banalisation, de médiatisation, je dirais, il faut dire les choses comme elles sont quand même, commerciales aussi, avec la réaction aussi dans les cafés de ceux qui lisent tout ça, je ne suis pas sûr. Voyez-vous, quand on parle mieux de Dieu, par exemple, quand on va à l'église, que quand on est en train de faire son marché bruyant, disons. Et par conséquent, je crois que le cadre, la méthode, la manière pour envisager les choses essentielles, pour en parler, pour témoigner, ne sont pas indifférents, et je serai donc plus près du théologien que du sociologue sur ce point-là. On va écouter Philippe Roch, mais je crois que Vincent Maître, vous m'avez demandé de pouvoir, que je vous présente. Vous êtes un tout jeune élu au législatif de la ville de Genève, DC, étudiant, et vous êtes aussi le fils de Jean-Philippe Maître, qu'on a bien connu, votre père, qui était conseiller national, qui est décédé aussi d'un cancer. Je vous laisse réagir. Oui, je voulais juste réagir aussi sur ce que disait Monsieur Egli. Je le rejoins complètement. Et peut-être aussi préciser que la médiatisation, lorsqu'elle est là devant nos yeux, elle doit, à mon avis, ça doit être un choix que l'on a fait, de vouloir médiatiser sa maladie. Or, moi j'ai pu constater, en tout cas dans mon cas, que très souvent, parce que la presse ou les médias est de plus en plus intrusif dans la vie des gens et dans la vie des personnalités, j'ai pu constater que bien souvent, la personne concernée, la personne malade n'a plus ce choix, mais c'est justement parce qu'elle souhaite contrôler un petit peu l'information qui la concernera qu'elle se sent le devoir d'intervenir et du coup de se faire médiatiser pour rétablir, disons, la vérité et non pas laisser la rumeur enfler comme très souvent c'est le cas. Là, vous faites allusion, on va parler tout à l'heure du cas de votre père. Vous allez en parler. Oui, qui s'était exprimé, mais il y avait une pression médiatique, il était du Conseil national. Tout à fait, il y avait évidemment une grosse pression médiatique, et donc ce n'était presque plus un choix, le fait de vouloir se médiatiser. En parler. Que je vous dise quand même que Mix et Remix est avec nous ce soir. Vous pouvez vous aussi, comme d'habitude, réagir à ce qui se dit sur ce plateau en envoyant vos SMS à l'adresse qui apparaît, les SMS qui seront diffusés tout à l'heure en même temps que cette émission. Je vous lis juste une réaction d'un internaute sur notre site infrarouge.tsr.ch. Notre société est incapable d'accepter la maladie. Bravo, bravo à ceux qui en parlent ouvertement. Ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez. Alors, ceux qui en parlent, c'est par exemple Philippe Roch. Philippe Roch, ex-directeur de l'Office fédéral de l'environnement, qui a été opéré récemment d'une tumeur au cerveau. Nous le saluons bien sûr chaleureusement. Ce soir, nous lui transmettons aussi tous nos vœux, tout le meilleur pour le futur. Philippe Roch a accepté de recevoir Massimo Lorenzi pour lui dire pourquoi il avait choisi ouvertement, publiquement, de parler de sa maladie, tout d'abord à nos confrères de l'Illustré. On va l'écouter. C'est un peu le hasard. J'ai une petite rubrique un petit billet dans l'Illustré, et puis au moment où j'ai eu cette chute de cheval qui m'a révélé cette tumeur, je me suis dit je ne peux pas simplement continuer à faire un billet normal, et j'ai senti des choses tellement fortes que j'ai eu envie de les transmettre. Cette médiatisation de votre cas, vous l'avez vécu comment? J'ai bien vécu parce que j'ai eu affaire à des journalistes qui me connaissaient, qui ont traité cette situation comme je le souhaitais, qui
ont beaucoup respecté mes pensées profondes et au fond c'est la seule chose que j'avais vraiment envie de communiquer. Donc j'ai eu affaire à des gens très sérieux et au fond j'ai pu lire ensuite dans les journaux ce que j'avais vraiment dit. Quand on se livre comme ça dans la presse, on sait que ces propos vont avoir de l'impact. Est-ce que vous attendiez quelque chose de votre témoignage, quelque chose en retour? Alors d'abord j'ai voulu transmettre ma sérénité, parce que je crois que ça peut être utile à d'autres. Ensuite j'ai voulu faire un premier essai de transmettre un travail philosophique sur les valeurs fondamentales de la vie, sur les valeurs essentielles. Et en retour, je pouvais espérer, et j'ai obtenu beaucoup de réactions extrêmement intéressantes, et j'ai vu combien une grande partie de la population, au fond, souhaite se poser des questions essentielles, mais n'ose peut-être plus dans une société qui court après l'immédiat, après la consommation, après le superficiel. Et les gens ont peur parfois de se poser des questions essentielles. Alors le fait de les avoir exprimées, ça a permis de susciter au fond des réactions, et j'espère continuer à travailler sur ce plan-là. Dois-je comprendre par là que vous espériez quelque chose au moment de vous confier à la presse? Je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas du tout calculé, mais c'est dans cette mouvance au fond que j'avais de toute façon préparé pour mon avenir de travailler sur ces questions. Ben maintenant c'est venu plus vite, c'est venu plus intense, et puis c'est vrai que ces articles eh bien, ont permis peut-être de déjà provoquer un écho. Donc vous n'avez pas eu l'impression d'être impudique? Non, je crois pas. Je crois d'ailleurs que les propos qui étaient là-dedans, j'ai veillé à ce qu'ils ne soient pas spectaculaires. On a reproché quelques titres dans les articles qui ne dépendaient ni de moi ni du journaliste qui m'avait interrogé. Mais le fond des articles, je les ai relus, j'ai trouvé qu'ils étaient très corrects par rapport à ce que j'avais envie de dire. Donc finalement, cette démarche publique, elle est très importante pour vous. Pour moi, elle est importante et c'est un exercice qui me prépare au travail qui m'attend maintenant. Qui est de travailler sur les valeurs essentielles, sur une philosophie de la vie, d'essayer de contribuer à remettre au cœur de notre société des valeurs qui permettent finalement une meilleure harmonie entre l'humanité, la nature, entre les différentes parties de l'humanité, plus de paix, plus d'harmonie. Ça, c'est mon but. Et plutôt que d'y travailler sur le plan politique, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, d'y travailler beaucoup plus sur le plan philosophique. Et s'il n'y a pas dans votre démarche quelque chose de narcissique? C'est une question à laquelle il est toujours difficile de répondre quand on est engagé. Parce qu'effectivement, les choses, on n'aurait pas parlé de cette maladie si ça n'avait pas été moi. Donc il y a un côté. C'est pas ce que j'ai cherché, parce que toute la démarche que j'ai faite depuis que je suis réveillé au fond de mon malaise, ça a été d'intérioriser. Et puis j'ai été réticent à parler à des journalistes, mais j'ai accepté parce que ce sont des journalistes que j'ai connus. Donc je ne crois pas que j'ai cherché à me mettre moi-même en valeur. J'ai eu d'autres occasions de le faire dans le passé. L'ego, il est toujours un peu là chez les gens. C'est très difficile de savoir où est la limite. Mais en tout cas, je n'ai pas cherché activement cette médiatisation pour me dire, voilà, je vais faire encore parler de moi. C'est pas, je crois, dans cette démarche. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir été impudique? Non, je crois pas, non. D'ailleurs, personne n'a réagi de cette manière-là. Et les gens qui m'ont écrit, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mots, ont tous participé à cette idée, à cette démarche. Ils m'ont souhaité des bons vœux, m'ont envoyé des bonnes énergies qui m'ont été très utiles. Mais surtout, je crois qu'ils ont été contents de voir que quelqu'un pouvait partager avec eux une réflexion fondamentale dans une société qui, elle, court au superficiel, à l'immédiat, à la consommation, et se dire il y a encore de la place pour la réflexion fondamentale. Moi, je peux vivre cette phase difficile, serein. Et si cela, ça peut aider d'autres gens, de voir qu'on peut effectivement être confronté à des situations inattendues qui bouleversent votre vie, qui bouleversent tous vos plans, qui vous posent des problèmes vis-à-vis de vos enfants, etc. Et que vous pouvez vivre serein, si je peux apporter cela, j'en serais bien content. Pas de place pour la vanité là-dedans? Non, vraiment. Je crois que le plaisir que j'ai eu, le plaisir plus personnel, ça a été d'ouvrir la double page de l'illustré et de voir les yeux et le sourire de ma fille dans mes bras, avec son poney. Et je me suis dit, cette image est tellement belle que ça me donne au fond l'impression de l'énergie que j'avais envie de transmettre à ma fille dans ce moment-là. Ça a été quelque chose de
très personnel que j'ai reçu. Et je lui ai montré, je lui ai dit, mais regarde comme la vie est belle. Bernard Creta, Philippe Roch dit vouloir remettre au cœur de la société certaines valeurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça correspond à ce que vous dites, une société qui est en quête de sens. Une société qui est en quête de sens, et il emploie le mot, Philippe Roch, à plusieurs reprises, retour à l'essentiel. Et puis je voudrais retenir une deuxième chose, qui est la dernière partie. Il parle à sa fille de la vie. Au fond, chaque fois que j'interviens, que j'essaye d'écouter, que j'essaye de faire passer une parole entre des gens qui vont mourir ou des gens qui ont des deuils, je me dis, mais au fond, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on fait ce travail? Quelles sont nos motivations profondes? Et Philippe Roch vient de donner la réponse. C'est-à-dire que si on a le courage de regarder en face, moi je crois qu'on ne peut jamais apprivoiser ni la mort ni la maladie. Elles font partie de l'énigme fondamentale. Mais si on ose se confronter à ça, je crois que c'est un autre rapport à la vie. C'est-à-dire que toutes les sociétés humaines qui ont bien vécu la vie sont celles qui ont osé regarder en face la maladie et la mort. Et ce que je trouve extraordinaire dans la joie, il faut le dire, la joie de Philippe Roch, il emploie le mot de plaisir. C'est que finalement, dans dire sa maladie, il transmet à sa fille un message de vie. Mais le cancer, c'est pas forcément la mort, c'est aussi un message de vie. Et d'ailleurs, et même, Philippe Roch me pardonnera, même si lui va à la mort, ce que sa fille gardera, c'est ce message de son père vivant plein de vie à ce moment-là et au moment où il lui fait l'aveu et où il nous fait l'aveu. Je voudrais le remercier là. On le remercie effectivement en tout cas de nous avoir transmis ce message, de nous avoir reçus. J'aimerais passer la parole à Christelle Mandala. Bonsoir. Attendez. Christelle Mandala, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne. Oui. Jacques Timot-Egli, vous voulez réagir? Oui. Allez-y. À Philippe Roch? Oui, allez-y. Oh, j'aimerais simplement dire ceci très brièvement. Ce témoignage est beau. Il correspond d'ailleurs tout à fait à ce que j'en attendais. Je vais aussi de ceux qui m'ont témoigné mon admiration. Naturellement, on aimerait que ça soit toujours comme ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si c'était toujours comme ça, naturellement que ça aurait, je dirais, presque une utilité, un rayonnement. Mais le problème, c'est d'arriver à une telle maîtrise pour que ça ne soit pas instrumentalisé dans la superficialité médiatique. Et il y a quand même un risque. Et pour Philippe Roch, bravo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vis-à-vis de leurs enfants, ont eu la même relation avec leurs enfants et puis on ne le sait pas. Et ça, j'admire beaucoup. Et je pense qu'il y a une méfiance à avoir vis-à-vis de la superficialité au nom de l'essentiel. Parce qu'on peut jouer avec les idées d'essentiel, les idées de sens de la vie pour en faire une espèce de mayonnaise qui n'a plus rien à voir à faire. On va parler tout à l'heure, on voit bien votre réticence. Le contenant peut pervertir le contenu. Alors Christelle Mandala, comédienne, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, vous avez été vous aussi victime d'un cancer alors que vous étiez très jeune, 31 ans. Vous avez aujourd'hui 37 ans. Vous avez subi évidemment des traitements très lourds, une greffe aussi, de la moelle osseuse. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien. D'accord. Je vais vous laisser réagir aussi à ce qu'a dit Philippe Roch, puisque j'ai aussi envie de dire qu'aujourd'hui, si on en parle, c'est parce qu'on est en vie. Et avant, je pense aussi, si on en parlait moins, c'est que souvent, le cancer est égal à la mort. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup plus de gens s'en sortent, et c'est aussi pour ça qu'on en parle. Bien sûr, moi je suis très touchée quand il dit que c'est un message de vie qu'il veut faire passer. Et dans la pièce que j'ai écrite, c'est également ce message-là que j'ai essayé de faire passer et qu'il faut pas oublier d'aimer cette vie pendant qu'elle est là. Oui, précisément, vous avez choisi de parler aussi publiquement de votre cancer, puisque vous, à travers le théâtre, vous avez écrit une pièce qui s'appelle Madame H et un hymne à la vie. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Philippe Roch. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de témoigner? En fait, bon, à la base, je l'ai écrit dans le domaine purement théâtral. Je devais passer un examen, je devais écrire, mettre en scène et interpréter un spectacle. Et je me suis dit, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'il est censé d'avoir quelque chose à dire quand on monte sur scène.
Et voilà, c'est sorti, c'était un bout, je pense que c'était aussi une manière d'exorciser en fait cette histoire, de la mettre en fait, je dirais derrière moi. J'ai pu la regarder aussi, j'ai pris une distance parce que j'ai dû l'écrire, je l'ai écrit aussi en L, le personnage se déplace, donc il y a une distanciation aussi. Et après en fait, ça devait durer que 4 jours. Lors de ces examens, et en fait il y a eu un tel engouement du public que derrière des gens m'ont demandé de la réinterpréter autant dans les milieux hospitaliers que au niveau théâtral. Et vous allez d'ailleurs la jouer prochainement, notamment à Fribourg. Alors vous avez entendu ce qui s'est dit sur cette table. Bernard Creta pense qu'il faut en parler. Jacques Simon-Aigli est un peu plus réticent. Vous pensez que c'est utile? Vous avez beaucoup de réactions? Moi, je pense que c'est essentiel. À un moment donné aussi dans mon combat, je n'ai plus voulu me battre. Et une médecin... Donc, quand vous étiez en rémission, parce que vous avez une... J'ai eu une rémission et j'ai rechuté. Et donc là, j'ai décidé de ne pas continuer le chemin. Et en fait, une médecin a eu la bonne réaction. Elle a appelé quelqu'un qui a vécu exactement le même parcours que moi. Et je me rappellerai toujours, je l'ai vue sur une terrasse, j'ai vu ses longs cheveux, je l'ai vue fumer une cigarette. Après ce qu'elle avait vécu. Voilà. Et en fait, j'ai dit, je me suis projetée en elle. Et donc, j'ai pu voir que je pouvais de nouveau arriver à ça, même si à ce moment-là, j'étais chauve et dans un sale état. Donc, je pense que de renvoyer une image, de dire mais on peut, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre, c'est un espoir. Lorsque Philippe Roch dit je veux transmettre ma sérénité, c'est quelque chose qui vous parle? Oui. C'est pas tous les jours facile. Hein. Oui, bien sûr. Le vit bien. Je trouve aussi, on parle souvent du cancer pendant qu'on est malade, mais on oublie souvent que c'est très dur après. Donc quand on est dans une phase de rémission, parce que déjà il faut vivre avec ça sur les épaules, et aussi on vit de séquelles suite à ça, et on est abandonné aussi à un moment donné. Quand on est malade, on a une identité aussi parce qu'on perd tout. Donc moi j'ai tout perdu à ce moment-là, et j'avais une identité de malade. Donc mon boulot c'était malade, ma profession c'était malade, et en fait après qu'est-ce qu'on est? Il faut retrouver un sens de nouveau. Ce qui explique aussi que certaines personnalités qui se sont exprimées publiquement n'ont pas très envie d'y revenir parce que justement ils veulent précisément retrouver une identité. Peut-être. Une autre réaction, Anne-Marie Philippe, que je vous présente, enfin, vous êtes connue, vous êtes une journaliste confidente de personnalité, hein, vous êtes connue pour recueillir. Bon, je vous laisse aussi réagir à ce témoignage très très fort de Philippe Roch. Ce que je voulais dire, Romaine, c'est que je pense que la presse peut le faire avec une certaine sensibilité, avec délicatesse. Je parle de beaucoup de choses, vous le savez, mais j'en parle évidemment si on m'en laisse le loisir. Ce que vient de dire cette jeune femme me touche beaucoup parce qu'en réalité, si nous parlons de people, de personnalités qui ont vécu cette épreuve et qu'ensuite on peut s'identifier et dire elles ont survécu à ça, elles vont bien maintenant puisqu'on parlait de cette jeune femme blonde avec ses longs cheveux qui allait bien, je pense que là nous avons un très beau rôle au niveau de la presse. On peut leur donner justement cette envie d'aller de l'avant. Et de ce côté-là, je pense que... Ça, c'est le bon côté. Il faut quand même pas cacher. Peter Rothenbuehler, on anticipe un peu, on va en reparler tout à l'heure, mais que ça fait aussi ventre, qu'il y a un côté peut-être parfois un peu rapace, non? Vous savez, on parle toujours de la curiosité et puis peut-être du commerce de la presse. Il faut surtout parler du besoin des gens qui sont malades de parler. Et c'est ça le phénomène. Et quand j'écoute le débat ici, c'est comme s'il s'agissait d'un phénomène nouveau, parce qu'il y a eu maintenant ces déclarations de quelques personnalités. Mais pour avoir travaillé 20 ans à Zurich, je sais qu'en Suisse alémanique, depuis 20 ans, pratiquement, depuis que le premier malade du sida très connu, M. Ratti de la télévision alémanique, a fait état de sa maladie et puis a parlé à l'antenne, il s'est installé une tradition dans les médias alémaniques, une tradition qui est partagée par toutes les personnalités connues. Mais moi, en Suisse romande, on est d'accord. Hein. Alors en Suisse romande, il y a à peu près 10 ans de retard par rapport à ce phénomène. Et ce que j'ai constaté, parce que j'ai participé au lancement d'une première émission de santé, où on a toujours cherché des gens célèbres qui viennent parler de leur maladie, mais de maladies graves aussi, je me suis rendu compte que cet appel trouvait un écho formidable. Les gens n'avaient
avaient attendu de pouvoir parler de leur maladie. Et je crois, pour plusieurs raisons. Pour une raison, c'est justement ce que disait aussi M. Roch, partager, aider les autres. C'est comme une mission. L'autre, c'est une raison un peu thérapeutique. Quand vous êtes mal, quand vous avez quelque chose, quand il vous arrive quelque chose d'important dans la vie, vous avez envie de partager, de parler. Vous devez parler. Pas toujours. Bien sûr. Pas toujours. Bien sûr. Pas tout le monde et pas toujours. Bien Voilà. sûr. Les gens qui vivent dans l'anonymat, ils parleront dans le privé. Quand vous avez une fonction extrêmement importante dans le pays, quand vous êtes président du Parlement ou de l'exécutif, etc., vous n'êtes plus simplement une personnalité privée. Donc, vous avez peut-être envie de partager. On parlera peut-être de Mitterrand après. Oui. Moi, je trouve que M. Mitterrand, il aurait dû parler de sa maladie quand il était malade. Nous avons en Suisse une grande avance par rapport aux grands pays qui nous entourent, l'Allemagne et la France. Là, il y a une retenue incroyable, presque inexplicable, des gens célèbres de parler de leur maladie. Mais en Suisse alémanique, vous avez eu des présentateurs de télévision très importants qui ont parlé de leur cancer, pour Félix. Vous avez Martin Schenkel, un acteur qui était très célèbre. Sa tumeur, sa maladie on va regarder ces images. Et ça n'a jamais été discuté comme ça. Qui nous viennent de Suisse alémanique. Chacun fait comme il sent. Les images qui nous viennent de Suisse alémanique, j'aimerais qu'on les voit, puis on va entendre M. Gubler. Des images de Verena Diner. Alors Verena Diner est très connue, une personnalité très connue, ancienne conseillère d'État aux Zurichoises. Elle est en lice d'ailleurs pour les élections fédérales de cet automne. Verena Diner a eu un cancer du sein, c'était en 2003. Elle a dû bien sûr subir des chimiothérapies. Et elle n'a jamais hésité à se présenter sans ses cheveux, en conférence de presse, pour des photos. Elle a évoqué publiquement sa maladie. Alors, Claude Gubler, on a évoqué tout à l'heure, vous êtes le médecin, vous avez été vous avez été le médecin durant très longtemps, médecin de Mitterrand, de 81 à 95 à 95. Tout à fait, 95. Et vous avez raconté tout ça dans un ouvrage. On va se rappeler les faits. Mitterrand arrive à l'Élysée en mai 81. Le 16 novembre 1981, quelques mois plus tard, vous lui annoncez son cancer de la prostate avec métastase osseuse, donc un pronostic assez lourd. Il vous répond je suis foutu. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Je viens d'être élu et je vais mourir. Et 15 ans de silence. Ça paraît absolument incroyable. Alors, je vais essayer de répondre après tout ce qui s'est dit aux uns et aux autres. Ma première idée est que chaque être humain est unique et qu'on ne peut absolument pas généraliser le comportement philosophique, éthique, et vouloir que chacun ait la même façon d'appréhender ce problème énorme que vous citiez, monsieur, tout à l'heure, qui est en fait la mort, la confrontation de la vie, du passage et de la mort. Et certains, même des gens d'un niveau intellectuel très élevé, j'ai côtoyé des Turcs qui... Mais Mitterrand, parlez-nous de Mitterrand peut-être. François Mitterrand... Pourquoi a-t-il tué sa maladie? Pour des raisons politiques, bien sûr. Uniquement. Je pense uniquement. Non, peut-être pas totalement uniquement. Je pense que c'était un homme renfermé, qui avait une relation avec la mort assez curieuse, puisque, vous le savez ou vous l'avez vu, il aimait bien se rendre dans les cimetières, il aimait bien parler et accompagner ceux qui allaient mourir, il se rendait au chevet de tous ses amis qui étaient malades. La notion de la mort était pour lui quelque chose de très important, de ce qu'est la mort. Confronté à la sienne, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais parlons de la maladie, parce que le cancer, aujourd'hui, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord que dans les pays judéo-chrétiens, c'est un tabou, c'est encore un tabou, alors que dans les pays anglo-saxons, ça l'est beaucoup moins. Peut-être d'ailleurs que la Suisse alémanique se rapproche un petit peu en termes de mentalité de cette façon d'être. Alors je reviens sur Mitterrand, puisque vous voulez que j'en parle. Donc Mitterrand, atteint de ce cancer de la prostate, a, comment dirais-je, occulté complètement le problème philosophique ou sociologique dont vous parlez, monsieur, avec beaucoup de talent et qui est vrai, pour le problème politique. Et je crois qu'il y a là une ligne à un certain niveau de
pouvoir et à ce haut niveau de pouvoir où la ligne est très difficile à franchir pour un président de la République. J'ai récolté quelques articles que j'ai là sur l'Amérique et en particulier sur la façon dont ceux qui sont présidentiables parlent de leur maladie. J'ai là un article sur la famille d'Edward qui va se présenter contre Hillary Clinton, démocrate, dont madame a un cancer du sein et où toute la question est de savoir, faut-il en parler, jusqu'où aller dans la médiatisation d'un cancer. Alors, je ne parle pas là de Mitterrand, je vais revenir à Mitterrand. François Mitterrand n'a pas voulu en parler. Mais Bernard Creta disait tout à l'heure, excusez-moi, Bernard Creta disait tout à l'heure, il aurait dû en parler. Qui c'est qui disait, c'est vous? Alors, il aurait dû en parler. Chacun peut, je crois qu'on doit admettre la phrase de chacun, la parole de chacun. Il aurait dû en parler. Il aurait dû en parler si nous n'étions pas en France. Mais chacun attendait, comme il me l'a dit, chacun attendait qu'il meure, puisqu'un président de la République est élu pour 7 ans, maintenant c'est pour 5, et que le seul moyen de le faire partir, que l'opposition le fasse partir, c'était la maladie et la mort. D'où la notion de ne pas parler de sa maladie et de sa mort. Ça a été sa volonté. Peter Rothenberg, vous voulez réagir? Mais il y a aussi autre chose. Moi, je crois que la France est le pays par excellence où tout le monde sait tout, mais on ne le dit pas. Parce que finalement, sur Mitterrand, on sait après coup, on sait tout. On a aussi tout appris sur sa deuxième femme et sur sa fille, mais avec un certain retard. Moi, je trouve l'exemple du pape Jean-Paul II absolument admirable, qui a assumé sa maladie, qui a vécu sa maladie. Et elle n'était pas cachée, tout le monde savait de quoi il souffrait, et il était vraiment l'image de l'homme qui assume non seulement sa fonction, mais qui assume au plus profondément encore son humanité. Et si le pape Jean-Paul II va être assez rapidement... C'est le journaliste ou l'homme qui parle là? C'est l'homme. C'est l'homme, toujours. Toujours. Dans tous mes choix rédactionnels aussi, c'est toujours l'homme qui parle. Je suis assez opposé à la tabouisation du sexe, de l'argent et de la mort. Et il y a effectivement des différences de culture et on le voit d'une partie du pays à l'autre. Moi, j'étais par exemple assez étonné quand nous avons parlé de la maladie de votre papa. La réaction violente que j'ai récoltée en Suisse romande, alors que, vous savez, si Monsieur Maître, que je respecte... Alors attendez, que j'explique en 2 mots. Vous avez... Zurichois, tous les journaux, les plus grands, NZZ, Tagesanzeiger, en auraient parlé le jour où ils ont appris la maladie. Il y a vraiment là une différence, et moi je crois qu'on va vers une évolution de la question. Et bien sûr, chaque individu est différent, mais la fonction vous oblige. Sarkozy, attendez. Je voudrais juste répondre 30 secondes. Que je dise quand même, sur Monsieur Gubler, 2 secondes, que je dise simplement, parce que vous avez évoqué, donc, le matin, à parler, le premier, je crois, c'était le premier quotidien de la maladie en Suisse romande, de Jean-Philippe Maître, avec cette manchette, je crois, que vous allez nous dire, Vincent Maître, plus grave que prévu, alors que votre père... Alors, déjà, je suis... grave qu'annoncé, alors que votre père avait, dans un premier temps, excusez-moi, Monsieur Gubler, choisi d'attendre son heure pour en parler. Alors justement, je suis déjà très étonné de la réaction de Monsieur Rothenbuehler, parce que peut-être qu'il semble oublier que si les réactions face à ces manchettes, parce qu'il y en a eu plusieurs, ont été si violentes, c'est parce que le matin n'a spécialement pas franchement respecté les indications et les droits qu'avait octroyé mon père sur l'annonce de sa maladie. Et c'est pour ça que j'en aimerais revenir au libre arbitre, au choix personnel. Une personne est libre d'en parler à qui elle veut, quand elle veut. En revanche, on ne peut pas l'y contraindre. Et ce qui a été le cas, je ne parlerai pas pour les autres, mais en tout cas, ce qui a été le cas de mon père, c'est que il avait appris de sources sûres que la rumeur était en train de se répandre. Et c'est pour cela qu'il a voulu anticiper. Et donc, Monsieur Rothenbuehler, peut-être vous targuez d'avoir diffusé cette information en premier. Le jour où vous avez eu l'information, je me souviens, parce que j'étais présent à côté de mon père lorsqu'il vous a eu au téléphone, il a ensuite de ça appelé directement aussi, par exemple, Monsieur Funbourg, le rédacteur en chef de la Tribune de Genève, justement pour juguler et couper à court à toute
polémique et toute rumeur qui serait déformée. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait plus vraiment de choix de sa part. Il était obligé de le communiquer pour ne pas que ça dégénère. Et je rappelle qu'il était président du Conseil national. Moi, j'aimerais quand même vous poser une question. La question fondamentale est, votre père, après, a donné une interview à l'Illustré. Il a pris congé publiquement du Conseil national. Il a évoqué sa maladie. Est-ce que vous avez l'impression que ça a pu servir à d'autres malades? Est-ce qu'il a eu des retours, un courrier? Alors, des courriers, des retours, il en a eu par milliers, vraiment des choses extrêmement touchantes et même remuantes qu'on a pu un petit peu partager. Maintenant, de nouveau, pour répondre à M. Rottenbuehler, vous dites que, certes, il était président du Conseil national l'année où ça lui est arrivé. Et donc, en tant que politique, il se devait de l'annoncer. Mais je pense que peut-être, vous auriez tendance à oublier que derrière le politique et tout ce que ça importe, il y a des familles, il y a des proches, des amis. Et pour continuer ma réflexion, lorsque vous devez annoncer à une petite fille lorsque vous devez expliquer à une petite fille de 6 ou 7 ans ce qu'est une tumeur cérébrale et que c'est plus grave que prévu parce qu'elle a lu ce mot à côté du nom de son grand-père sur une manchette, le droit à l'information paraît assez relatif par rapport à l'atteinte à la sphère privée. C'est tout. Alors là aussi, on se trouve dans un problème culturel. Moi, je trouve que les familles doivent faire ce travail avant les journaux. Tout le monde doit être informé. Et je regrette beaucoup qu'on ne se soit pas vu avant. Mais pour moi, il était évident que quand des membres éminents du parti de votre père ont vraiment parlé ouvertement, non seulement de la maladie, mais aussi après de l'aggravation de la maladie, et en ont parlé aux journalistes par-ci, par-là, et avaient... il ne vous appartient pas d'en juger, monsieur, de décider à la place des gens. Non, mais vous savez, quand il y a une rumeur qui enfle, moi je trouve la rumeur qui enfle, c'est beaucoup plus grave que la vérité. On a eu ce cas avec monsieur la rumeur qui enfle, c'est vous qui l'a provoqué dans bien souvent des cas. Vous ne voyez pas la rumeur n'est pas venue de la presse. L'intérêt du débat, c'est de savoir si ça aide ou non les malades. Mais j'aimerais quand même vous poser encore une question, monsieur Rottenbuehler. Si vous avez dit tout à l'heure, je parle comme homme et pas comme journaliste. Si par malheur ça devait vous arriver, vous êtes aussi une personnalité publique en Suisse romande. Et si vous choisissiez de ne pas en parler, qu'est-ce qui se passe? Vous l'auriez maîtrisé. Moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'ils doivent assumer l'entièreté de leur personnalité et de leur fonction. Et il n'y a pas de secret. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de secret. Bon, personne ne s'intéresse à moi, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais, monsieur Rottenbuehler, peut-être avez-vous des enfants ou des petits-enfants. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est dans ce phénomène qu'on discute, c'est qu'aujourd'hui, les personnalités préfèrent montrer la radio de leur tueur que, par exemple, leur salon ou parler de leur salaire. Et c'est ça la question qui est intéressante, parce que, par exemple, pour des politiciens, et on a vu beaucoup de politiciens qui ont parlé de leur malheur, qui ont parlé de leur maladie, c'est l'occasion même de paraître vraiment plus humain que d'habitude. Bah oui, c'est être et je veux pas dire qu'ils le font exprès, hein, ils sont pas exprès malades, mais ils se rendent compte qu'ils ont des retours formidables et ça augmente leur crédibilité, qu'ils avouent qu'ils sont mortels, qu'ils avouent qu'ils ont des maladies. Regardez quand je reprends l'exemple de Sarkozy, quand Sarkozy avait des problèmes de couple, qu'est-ce qu'il a dit en public? C'est peut-être un conseiller qui lui a soufflé, il a dit ça me rend plus humain. Et effectivement, moi je crois que les difficultés du couple Sarkozy l'a aidé à gagner les élections. Alors, on se rend tout petit peu du sujet. Je voudrais rebondir sur deux choses que vous avez dit. Et je reprends ce que disent ma voisine et mon voisin, c'est-à-dire que chaque individu est différent. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas généraliser et dire il faut que. Non, à la limite, vous pouvez dire il me semblerait utile en fonction de l'individu. Vous avez parlé de François Mitterrand et vous avez fait un parallèle que j'avais noté avec le pape. Effectivement, l'exemplarité de la maladie du pape, et tout le monde l'a vu, est extraordinaire. Mais le pape est, si je puis dire, pratiquement intemporel. Hein, il va jusqu'au bout. La position politique en France d'un président de la République, c'est qu'il est élu théoriquement à l'époque pour 7 ans
renouvelable une fois, et pour 5 ans maintenant renouvelable, et que le problème de François dans son ego, si je puis dire, était de dire qu'en France, on n'est pas capable de maîtriser la notion du tabou cancéreux ou d'autres, et qu'il valait mieux le taire s'il voulait continuer. Ce pourquoi, s'il l'avait dit, je vous certifie, même s'il était bien portant en 88, c'est-à-dire que médicalement parlant, il n'aurait pas été. Je peux vous dire quelque chose de très méchant. Je peux vous dire quelque chose de très méchant. J'ai juste une phrase. Je peux vous dire quelque chose de très méchant. Un président de grand pays est élu pour l'idée qu'il soit en bonne santé. Il a tué sa maladie parce qu'il était assoiffé de pouvoir. Vous m'avez dit une phrase. Et il aurait dû démissionner et laisser la place à un homme en bonne santé. Attendez. Revenons au centre du débat. Et le débat est, dans le fond, est-ce que ces témoignages publics aident ou non les malades, permettent de changer le regard que l'on porte sur cette maladie? J'aimerais vraiment qu'on reste sur cette question centrale. Jacques, alors, oui, d'abord, j'aimerais réagir très rapidement. Non, mais ça répond à votre question. Il y a évidemment la grande différence, la grande distinction à faire entre l'information qui est voulue par le sujet, soit parce qu'il en a besoin, soit parce qu'il pense aussi que ça peut avoir une valeur exemplaire. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même toujours le risque que ça tombe dans la banalisation, la pipolisation, etc. Mais ça, c'est une distinction. C'est la raison pour laquelle nous avions eu des mots, M. Rothenbuehler et moi, et M. Vincent Maître a très bien réagi. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, M. Mitterrand. Mais la valeur exemplaire. Mais si M. Mitterrand avait dit, on aurait pu imaginer que M. Mitterrand dise, j'assume en tant que président, en tant qu'homme public. Non, c'est pas ça. Ma question était la suivante. Ma question est véritablement, il y a un phénomène aujourd'hui, plusieurs personnalités en Suisse romande, M. Rothenbuehler, ont choisi. Est-ce que ça aide les malades? Est-ce que ça change le regard qu'on a sur le cancer? Est-ce que le tabou est en train de tomber tellement? Eh bien ça, je pense que dans certains cas, notamment avec les témoignages que nous avons entendus, je pense que ça peut aider. Quand le témoignage est de qualité, quand c'est cadré, quand c'est maîtrisé par la personne, oui, mais le risque est là que précisément ça glisse dans le voyeurisme, la banalisation. Mais j'aimerais quand même réagir un tout petit peu à ce qu'a dit le docteur. Est-ce que vous me donnerez l'occasion ou pas? Oui, allez-y. Alors j'aimerais quand même dire que quand il y a la maîtrise par la personne, par exemple que le président Mitterrand a manqué de transparence, c'est une faute politique, que ça dénote une certaine psychologie en France, d'accord, mais qu'après la mort de Mitterrand, un médecin écrive un bouquin sur Mitterrand, je trouve qu'il faut quand même le dire. Alors restons sur cette question. J'aimerais beaucoup, mais puisqu'il est là, il faut en parler. Vous exprimiez, parce que je regarde vers vous, Madame. Vous exprimez. Moi, ma position, c'est la suivante. Je ne sais pas si ça rejoint la vôtre. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide? Ça peut aider à deux conditions. La première, c'est que l'interlocuteur qui est en face, qu'il soit journaliste, Pierre, ou comme vous, madame, ou qu'il soit sociologue comme moi, que le journaliste soit sans arrêt au clair de ses motivations, que ce ne soit pas un voyeur, que ce ne soit pas un profiteur, que ce ne soit pas quelqu'un qui fait ma balle. On aime tous détenir des secrets. Donc il y a un travail sur les motivations qui est fondamental chez le demandeur d'informations. Deuxièmement, et ça c'est vraiment une question que je vous pose à vous, chez la personne concernée qui a le cancer, ou en ce qui me concerne qui est confrontée à la mort, ça suppose que la médiatisation n'entrave pas le chemin vers sa vérité. C'est-à-dire que ça ne le fasse pas d'entrer dans un rôle ni d'héroïsation, ni de donneur de leçons morales, ni de mission, mais ça lui permet, comme on l'a vu chez Philippe Roch, de cheminer avec sa vérité. Pierre, chacun, et sur ce point je serai en désaccord avec vous, chacun doit garder un secret dans l'aveu qu'il fait. Il faut qu'il puisse cheminer avec ce secret. Moi, si vous me permettez, j'ai une question. Vous, vous avez parlé de très beau mot de distanciation. Comment s'est opéré ce que vous avez accepté de dire pour survivre et ce que vous avez gardé au fond intime, inlivrable de vous? Comment ça s'est opéré, ce fond du fond où vous êtes seul avec vous-même et où nous n'avons pas accès, nous n'avons pas à avoir accès? Je vois que vous me rejoignez là. Oui. C'est une excellente question, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas livrées, c'est sûr.
Mais vous me demandez comment j'ai fait cette distanciation, à livrer ou pas. Je dirais ce qui était peut-être de l'ordre du très intime, qui touchait, c'est difficile à expliquer, mais de l'ordre de l'intime, mais où à un moment donné, ça pouvait toucher des gens qui étaient autour de moi, donc ça ne touchait plus que moi. Donc ça pouvait avoir, et puis des choses que je n'avais vraiment pas envie de livrer, des secrets comme vous dites, qui sont des choses qui ne sont pas livrables. Moi, j'ai plus parlé de choses où chacun peut se retrouver. Mais je ne sais pas si et du processus en fait de qu'est-ce qui se passe quand on apprend un tel choc. En fait, comment une vie s'effondre en fait, et comment on la traverse et comment on arrive à l'espoir en fait. Vous m'avez dit qu'en préparant cette émission, que dans le fond, vous vous étiez senti beaucoup plus seul une fois que les traitements étaient finis, une fois la maladie vaincue. Là, vous avez senti une très très grande solitude. On peut poser la question des gens qui font l'aveu, l'après. Eh bien, vous êtes au cœur de nouveau d'un problème. Autant moi je suis pour la transgression, pour dire autant. Et dans mes cafés mortels, je travaille sans arrêt là-dessus, dis sans arrêt aux personnes. Faites attention à ce que vous avez envie de dire. Soyez au clair de ce que vous avez envie de dire, parce qu'il faut vivre avec soi-même une fois qu'on l'a dit. Il faut vivre, c'est-à-dire il faut l'assumer, il faut l'intérioriser, il ne faut pas se trahir soi-même. Et surtout, je ne sais pas si vous l'avez vécu, il ne faut pas être naïf avec l'entourage. Vous avez laissé Monsieur Maître voir quelque chose. Il y a des enfants, il y a des parents, il y a des petits-enfants. Mais aussi, nous devons le dire, autour de la maladie, il y a la méchanceté humaine. Il y a des rivaux qui sont contents. Derrière l'aveu, il y a tous ceux qui sont contents qu'enfin, il y a un rival qui n'existe plus, que quelque chose va se passer qui se fragilise, qu'on peut éliminer quelqu'un. Il y a un champ de bataille. Donc si vous voulez, nous travaillons ici. Moi, je suis pour la médiatisation, mais pour que ceux qui acceptent, Monsieur Maître, comme votre père, parce qu'il me semble qu'il avait bien maîtrisé ça, il me semble qu'il faut que quelqu'un soit assez mûr pour dire j'ose la transgression, je l'ose jusque-là, mais je sais qu'il faudra m'en payer le prix après. Parce qu'après, on devient plus vulnérable et plus fragile, et qu'il faudra continuer ce chemin avec lui-même. Je ne sais pas si j'ai vécu ça. Je peux juste encore rajouter, vous avez évoqué les cafés mortels, tout le monde ne sait peut-être pas que vous faites ce que vous appelez des cafés mortels. Ce sont des réunions publiques, philosophiques, où vous parlez de la mort en public. J'enlèverai juste le mot philosophique. C'est la possibilité de se trouver au bistrot, parce que c'est sur la place publique. Et j'appelle ça, moi, donner de la légèreté à la profondeur. Au bistrot, vous venez, vous balancez des trucs fondamentaux, mais c'est au bistrot. Alors moi, j'ai décidé qu'on parlait des choses essentielles au bistrot. Et donc, on peut aussi en parler dans les journaux. Et comme dans les journaux. Il faut donner de la légèreté à la profondeur. Aujourd'hui, je témoigne, je le dis ouvertement, mais quand je joue la pièce, c'est vraiment quelque chose que je demande qu'on ne fasse pas. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi, pour que les gens ne s'apitoient pas sur mon sort sur scène, ou qu'on n'ose pas critiquer à un moment donné d'avoir aimé ou de ne pas aimer le spectacle. Tout ça parce qu'on a de la pitié. Jamais j'ai voulu faire ressentir de la pitié ou qu'il y ait du pathos dans cette traversée-là. Quelles sont les réactions, malgré tout, après votre spectacle? Vous allez jouer encore une fois à Fribourg prochainement. Et à Ferney, fin octobre. Les réactions du public? Bon, alors, ceux qui n'ont pas aimé sont pas venus me le dire. Donc, voilà, je n'ai eu ça n'a été qu'un retour magnifique. Je n'ai été que nourrie par ces retours. Je n'ai jamais eu de méchanceté. Après, on a essayé d'utiliser ça. Je n'ai eu que des retours autant de gens malades qui avaient pu mettre enfin des mots sur ce qui leur était arrivé, que de médecins qui disaient mais je me rends pas compte à un moment donné cet impact que je peux avoir, que des gens tout public qui disaient mais j'ai appris quelque chose. Donc voilà, les gens qui n'ont pas aimé sont pas venus me dire voilà Monsieur Guibert, vous voulez rajouter quelque chose? Donc vous dites là, c'est utile, on met en mots. Tout à fait. Je trouve que déjà cette émission, je la trouve formidable. Je trouve que de parler de la mort, ou parler du cancer, et c'est un cheminement
essentiel pour tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une certaine élévation d'esprit pour y arriver. Et je pense que c'est une chose très importante. Mais respectons, je dis, la volonté. Et il ne faut pas tomber non plus avec la médiatisation dans une forme, je dirais pas de voyeurisme, c'est pas le mot que j'emploierais, mais de sortir de la voie qui est impartie, c'est-à-dire la maladie, la mort. Et je parlais avec ma voisine avant des problèmes, par exemple, de ne pas s'exprimer sur la manière dont on va traiter sa maladie et sa mort. Je pense à ceux qui sont respectables de ne pas en parler, ceux qui font appel à des pratiques qui ne sont pas les pratiques normales. Je trouve essentiel pour un homme, s'il a envie d'aller voir un gourou ou s'il a envie d'aller voir d'aller voir des gens dont il espère qu'il va être sauvé par ces gens, mais ça n'a pas à être dit. Il y a une limite à ne pas franchir. Là-dessus, je ne reviendrai pas sur ce que monsieur a dit, non, et je ne peux pas polémiquer là-dessus. Polémique, vraiment pas. Attendez. m'a touché dans ce qu'a dit monsieur Roch, c'est qu'à un moment donné, il dit, quelqu'un lui pose la question, est-ce que vous avez senti que vous étiez en train de vous mettre en avant, etc. Enfin, à moins que je sois vraiment naïve, mais je pense que toutes les personnes qui en parlent, on n'est pas là pour se mettre en avant. Mais simplement, ça peut être interprété comme ça, suivant comment le journaliste tourne ça. On a bien compris que tout dépendra de la manière dont on fait. Voilà. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je vous passerai la parole, mais j'aimerais encore poser une question à Vincent Maître. Est-ce que vous avez l'impression que votre père était heureux? Il a donné donc cette interview à l'Illustré. Il a aussi choisi publiquement de prendre congé du Parlement. C'était une intervention qui a bouleversé beaucoup de gens. Vous avez l'impression que c'était un devoir ou... Effectivement, c'était pour lui un devoir moral et personnel que d'être complètement et entièrement franc et transparent, notamment avec ses collègues du Parlement, mais aussi envers les citoyens qui l'avaient élu. Et de plus, pour lui, moi j'imagine que ça l'a réellement aidé, parce que c'est déjà une maladie effectivement très lourde et très dure à supporter au quotidien, d'autant plus que elle est d'autant plus dure qu'on sait qu'elle fait souffrir non seulement soi-même, mais son entourage. Et je pense que cacher une telle maladie, et là je rejoindrai monsieur Crétin, c'est vraiment un poids en plus lorsqu'on doit jeter toutes ses forces dans la bataille. Et effectivement, il a décidé d'en parler ouvertement, mais aussi de nouveau par franchise, parce qu'un simple communiqué de presse envers ses collègues parlementaires et envers les médias ne lui paraissait manquer de franchise, probablement. D'accord. Alors on arrive bientôt au terme. Je vous laisse alors... Anne-Marie-Philippe, vous voulez dire encore quelque chose? Je m'avais posé une question, de savoir si on m'avait fait des confidences, et j'ai repensé à ta question, on m'en a fait. Et la personne qui m'a fait ces confidences, dont je n'ai pas parlé, avait besoin, elle, pour pouvoir lutter, parce que finalement le but c'est la vie au bout du chemin, pour lutter, de ne pas en parler, parce que certains peuvent exorciser en parlant de leur cancer, d'autres ont besoin de ne pas le dire pour ne pas se sentir habité. C'est une façon de le rejeter. Maintenant la personne va bien, peut-être qu'elle en parlera un jour, mais pour moi ce qui me reste à l'esprit et dans le cœur, c'est le but final, c'est finalement d'être sauvé, quoi. Et si ne pas en parler permet d'être sauvé, eh bien on n'en parle pas, même si on aimerait bien faire plaisir à Peter et au matin. Voilà. D'accord. Alors une conclusion, peut-être Jacques Simon-Aigli et Bernard. Pour moi, elle est très rapide et c'est une question à Jacques Simon. L'expérience me montre que chaque fois qu'on parle de ça, chaque fois, nous sommes tous personnellement concernés. Je suis sûr que c'est votre cas, je suis sûr qu'il y a de votre cas, je suis sûr, nous sommes tous là derrière. Alors, je voudrais laisser à Jacques Simon-Aigli la conclusion, sous forme de question, un peu brutale. Et je voudrais là revenir au plus simple niveau et te demander ceci. Au fond, tu as dit ce soir que tu avais été touché par une maladie, qu'elle était importante, qu'elle arrivait à un moment donné de ta carrière politique
mais que tu avais pris la décision de ne pas en dire. Au terme de ce débat, qui je crois nous éclaire tous, c'est pas l'ombre d'une provocation, parce que c'est trop important. Accepterais-tu de nous dire ce que c'était que cette maladie, ou accepterais-tu pas, et est-ce que tu acceptes de nous dire les raisons de ton aveu ou de pas ton aveu, là où nous sommes pour un moment la communauté humaine rassemblée, en chaleur. Est-ce que tu accepterais, Jacques Simon, de mettre carte sur table? Non, mais ça me permet une conclusion. Ça me permet une conclusion générale. La réponse est non, parce que j'estime que, justement, j'avais pris à l'époque la décision de pudeur, et que je considère que maintenant j'en ai assez dit, et que je garde cette distance, et que si j'en parle comme ça, c'est parce que, avec le recul, en effet, je trouve que c'est mieux de dire, parce que ça, c'est une bonne façon de normaliser la chose et de ne pas en faire toute une histoire, mais je trouve totalement inutile, et pour moi et pour les autres, d'entrer dans les détails. Et ma conclusion sera celle-ci. D'abord, on comprend bien que ce qui importe, c'est que ce soit les personnes concernées qui parlent de leur cancer, et non pas d'autres qui parlent du cancer des autres, vivants ou morts. Première chose. Deuxième chose, l'émission vient de montrer, Romaine Jean, que, au fond, ce qui importe, c'est évidemment non seulement le témoignage comme tel, mais la qualité du témoignage. La qualité du témoignage, sa qualité, sa hauteur, sa profondeur, le fait que c'est donneur de sens, et c'est à ce moment-là que ça peut donner quelque chose, rayonner. Et par conséquent, en effet, je trouve que ceux qui ne disent rien sont tout aussi respectables que ceux qui disent, et que la pudeur est tout aussi respectable que la franchise, qu'il n'y a pas de règle générale, mais qu'il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est le respect de la sphère privée, et ensuite, quand il y a témoignage, il faut que ça soit le moins possible récupéré par ceux qui ne seraient pas justement à la hauteur. Merci Jacques Simon Aigli. En tout cas, ce soir, tout le monde était d'accord, un témoignage d'une extraordinaire qualité qui nous a tous beaucoup touchés. Nous remercions encore une fois Philippe Roch de nous avoir reçus, d'avoir reçu Massimo Lorenzi. Merci aussi à tous nos invités qui ont accepté d'être là ce soir. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, continuer le dialogue sur notre site infrarouge.tsr.ch. Nous allons de notre côté être en pause d'été. Nos émissions vont reprendre en août avec à l'horizon une période politique chargée, des élections fédérales. D'ici là, toute l'équipe d'Infrarouge vous remercie pour votre fidélité. Vous souhaite de passer un très bel été. À bientôt. Merci. Ce programme vous a plu? Retrouvez-le à la boutique TSR.